Bonjour à toutes et à tous, c'est Smart Impact, l'émission de la transformation environnementale et sociétale de notre économie. Et voici le sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est Noémie Berkoff, la directrice générale d'Urban Loop, un moyen de transport autonome, léger, des cabines sans batterie qui roulent sur des rails électrifiés. Elle va profiter des Jeux Olympiques et Paralympiques pour faire connaître sa technologie, recordman du monde de la faible consommation énergétique. Notre débat, il portera sur la décarbonation des 50 sites industriels français les plus émetteurs de gaz à effet de serre. On verra si la captation et le stockage géologique du carbone peuvent être une solution d'avenir. Et puis dans notre rubrique Start-up, la bonne idée du jour, elle est signée Dionymer, qui transforme les déchets organiques en bioplastique biodégradable. Des solutions existent pour relever les défis climat et biodiversité. On les découvre ensemble dans Smart Impact. L'invité de ce Smart Impact, c'est Noémie Berkoff. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la directrice générale d'Urban Loop, entreprise basée dans le Grand Est. L'histoire a commencé avec des élèves ingénieurs à Nancy, on y reviendra tout à l'heure. Mais d'abord, je voudrais qu'on comprenne, peut-être on visualise de quoi on parle. Des capsules de transport légères et autonomes. Décrivez-nous ça. Alors, c'est des capsules, comme vous venez de le dire, oui. De transport. Ça fait 1 mètre de large, c'est très étroit, Oui. 2 mètres 50, 3 mètres de longueur. De transport, ça veut dire on monte dedans, des humains. Donc, c'est calibré pour 2 personnes. On peut monter à 3 ou 4 personnes. Puis, Oui. on va faire une offre modulaire pour monter à un peu plus. Mais pour l'instant, sur nos projets, c'est dimensionné comme ça. Oui. Ça circule sur des rails, sur une voie. C'est autonome, ça veut dire qu'il n'y a pas de conducteur. Les rails, ça veut dire que c'est guidé. C'est sans batterie. C'est alimenté par la voie, c'est alimentation électrique. D'accord. Et dans les caractéristiques principales, c'est à peu près ça. Donc c'est décarboné, c'est électrique, c'est efficace. Dans les caractéristiques principales, ça ne s'arrête pas aux arrêts intermédiaires. C'est-à-dire que On choisit son trajet quand on monte à bord, c'est ça ? Alors votre trajet, il sera sur la voie, Oui, étant donné que c'est guidé. Oui. En revanche, si vous montez à la station 1 et vous allez à la 6, vous ne vous arrêterez pas à la 2, à la 3, à la 4, à la 5. Ok. Il y a suffisamment de capsules pour répondre aux Il y a suffisamment de demandes capsules des et c'est différents construit en arrêts. dérivation. Comme quand vous êtes sur l'autoroute, si vous allez remplir de l'essence, vous faites le choix de sortir et si vous n'y allez pas, vous continuez. Donc Bien du compris. coup, ça permet d'aller vite. Donc, la capacité en nombre de personnes, on l'a vu, en nombre de kilomètres parcourus, c'est prévu pour faire des petites distances, des longues distances ? Techniquement, ça peut faire des très longues distances. Oui. L'objectif, c'est de concurrencer la voiture sur son temps de trajet. Donc, pour que ce soit efficace, il faut qu'on ne l'attende pas en station. L'idée, c'est que vous venez de là où vous venez, vous arrivez, il y a des capsules en station, vous appuyez sur le bouton, la porte s'ouvre, vous montez et vous partez à votre destination. Donc, si on fait des très longues distances, il faut qu'il y ait beaucoup de capsules. Étant donné que c'est un moyen de transport qui est pertinent aussi en termes économiques, en termes d'investissement, si on a des très longues distances, très nombreuses capsules, ça va être cher. Donc notre zone de pertinence, elle est entre 5 et 20 km sur des circuits entre 5 et 20 km. Donc on commence à bien comprendre les usages. Dans quelle partie de nos vies ou dans quelle région ou dans quelle zone urbaine, périurbaine, elles vous semblent les plus pertinentes finalement, ces capsules Urban Loop ? Je vais dire partout, forcément. Oui, mais il y a de la concurrence. Alors, par dans plein d'endroits définition, il n'y a différents, pas mais- beaucoup de concurrence. Ouais. Ça ne concurrence pas les modes lourds. Les métros, les tramways qui D'accord. desservent, qui sont beaucoup plus capacitaires. On peut monter à beaucoup plus nombreux dedans. Ça peut se poser partout, c'est-à-dire C'est plus les zones compliqué dans une ville, périurbaines. pardon de vous interrompre, c'est plus compliqué dans une ville où les infrastructures sont déjà omniprésentes. Dans une ville très dense, c'est pas la cible numéro 1. D'accord. Les zones périurbaines, donc tout ce qui est dernier kilomètre. Donc par exemple, vous êtes dans une zone périurbaine du grande agglomération, vous avez un TER, un service express métropolitain un terminus. Ça fait très très bien du rabattement, c'est-à-dire le dernier kilomètre. Parce qu'en fait, l'idée, je le répète, c'est concurrencer la voiture sur son temps de trajet. Les gens, quand ils habitent à 5-7 km d'une station de RER métropolitain, s'ils prennent leur voiture pour faire les 5 premiers kilomètres, ils ne la laissent pas dans un parc relais, souvent ça ne marche pas. En fait, ils vont jusqu'à la destination en voiture. Donc l'intérêt de l'Urban Loop, c'est que ça fait toutes ces connexions entre des zones d'habitation et des terminus de mode lourd. Ça marche aussi très bien sur tout ce qui va être zone industrielle, logistique, de production. Un port autonome, donc c'est des espaces fonciers un peu étendus, avec par exemple un grand parking au début pour des salariés
et des urban loops qui vont desservir chaque entrepôt de la zone logistique, par exemple. Vous en êtes où aujourd'hui du développement du urban loop ? On peut déjà l'utiliser, il y a un démonstrateur quelque part Alors, on a un circuit d'essai près de Nancy à Tomblaine. Donc, on peut l'utiliser, on y va, on monte dedans, on le teste. On a le projet Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024, donc là qui va être un démonstrateur. Donc c'est un circuit qui fait 2 km, 3 stations, à Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc c'est autour de tous les événements sportifs qui vont se passer au Vélodrome. Donc Saint-Quentin-en-Yvelines, qui est une collectivité très innovante, terre d'innovation, et qui nous a suivis et accompagnés sur ce projet-là. Et puis ensuite, on a un projet tout à fait commercial à Nancy. Alors ça, on y reviendra peut-être au projet commercial à Nancy, mais je voudrais prendre un peu de temps sur les Jeux Olympiques. Ça va servir à quoi ? Desservir des fan zones, par exemple ? Ça peut être ça, l'usage d'Urban Loop ? Complètement. Pour ça, pour ce projet-là, c'est ça l'objectif. Donc, on est en proximité du Vélodrome, là où il y aura toutes les épreuves du Vélodrome. On a une fan zone et on rejoint un parking et la fan zone. Et en effet, les applications qui vont suivre celle-ci, ça peut être toutes les zones touristiques, les parcs d'attractions, etc. C'est absolument très indiqué pour ce type d'usage. Événement évidemment majeur, international. Enfin, pour vous, c'est quoi ? C'est une opportunité de vous faire connaître C'était ultra important d'y être ? C'est un accélérateur pour nous qui est extraordinaire. Donc un accélérateur parce qu'en fait, pour ce type de projet, c'est une énorme responsabilité de transporter des usagers. Énorme. Donc, vu que c'est très sérieux, il y a des gros temps. Moi, j'appelle ça les temps de papier, quoi. Avant de faire un chantier, de finir la pose de rail comme on l'a terminé, on a des années d'études en fait pour que ce soit homologué, pour que ce soit sécurisé. Et c'est vrai que l'intérêt des Jeux Olympiques, c'est que il y a pas grand monde qui ose dire non. Finalement, là, je rajoute 3 mois d'études pour vos dossiers parce que les Jeux Olympiques, ils seront par définition à l'heure. Donc, pour nous, ça a été vraiment un vrai accélérateur, une vraie opportunité d'avoir des partenaires. Donc Saint-Quentin Terre d'Innovation, Keolis et l'ADEME qui ont dit allez, on y va, on teste. Et voilà, donc c'est un démonstrateur et puis bien sûr une vitrine internationale. Évidemment. Le projet commercial à Nancy, c'est quoi ? Le projet commercial à Nancy, ça dessert un parc relais. Donc là, on est sur des usagers qui vont arriver en voiture. Un parc relais et ensuite le tracé Urban Loop va desservir la future cité judiciaire qui est en cours de construction et puis le centre-ville de Nancy. Donc on pourra soit venir du parc relais, poser sa voiture, monter dans l'Urban Loop, appuyer sur le bouton cité judiciaire ou un autre, ou alors aller en centre-ville bien entendu, ou alors venir de la gare, prendre un transport en commun en site propre pour un arrêt, on est au terminus de l'Urban Loop et aller encore une fois à la cité judiciaire ou ailleurs. Urban Loop qui détient un record du monde de la moindre consommation énergétique pour un véhicule autonome sur rail, 0,047 kWh au kilomètre. Alors bon, c'est pointu comme record du monde quand même, il n'y a pas forcément beaucoup d'autres systèmes équivalents. Mais pourquoi c'est important d'afficher ça ? Parce que vos clients sont plutôt des municipalités qui vont chercher justement à développer, à proposer une alternative pour ce dernier kilomètre si important ? Pourquoi c'est important ? Parce qu'on a vraiment un objectif fort de décarbonation des territoires. En fait, on est une équipe d'une trentaine d'ingénieurs, on se lève tous les matins pour ça, pour changer le monde, pour trouver des systèmes de transport qui répondent à ces questions. Donc d'abord, c'est important pour nous. C'est évidemment important parce que c'est vrai. Et puis, ça illustre, ça incarne que notre solution, elle est légère. Elle est légère parce que ça se pose sans infrastructure et elle est aussi légère parce qu'elle n'est pas consommatrice d'énergie. Je vois un autre argument peut-être pour les municipalités, c'est le fameux zéro artificialisation nette, cet objectif assez lointain. Mais enfin bon, il y a un rendez-vous d'étape, je crois, en 2030. Et donc où il va déjà falloir bien progresser. Là, on ne bétonne pas, c'est ça, avec votre système ? Oui, on est complètement zéro artificialisation nette, donc la loi climat et résilience, c'est léger, c'est ce que je disais. Donc l'intérêt que ce soit léger, par rapport à un gros bus dans lequel on va mettre 50 personnes, là on va prendre 25 capsules, on met 2 personnes par capsule, la capsule elle est toute légère. Et donc du coup elle se pose sur des rails. Le projet de Saint-Quentin-en-Yvelines, Jeux Olympiques, Paralympiques, on espère qu'il y a plein de gens qui vont venir voir. On se pose sur du chemin. Donc on a décaissé un petit peu, mais sur 20 cm vraiment, pour assurer la planéité. Il n'y a pas ce qu'on appelle pour un tramway une grosse plateforme en béton. Donc on est zéro artificialisation nette quand on se pose dans la campagne. Évidemment, si on se pose sur une route... Oui,
Mais on peut se poser partout. D'accord. Et vous disiez les municipalités, les régions, les ports autonomes, enfin le panel de clients, il est large. Il nous reste une minute qu'on raconte non, tout va bien, le point de départ. Donc ça démarre dans une école d'ingénieurs à Nancy, c'est ça ? Ça démarre en 2017 de projets d'étudiants. Donc ça, c'est une grande force parce qu'en fait, ça démarre de manière académique et non bridé par des enjeux commerciaux forts. C'est-à-dire, on demande à des étudiants, tiens, on va réfléchir à la décarbonation, comment on peut changer le monde, trouver un truc bien. Et puis, on est loin de se dire qu'on va faire une société 2 ans plus tard et un record du monde et les Jeux Olympiques. Donc du coup, ça donne une énorme liberté. Donc c'est né comme ça. La société a été créée en 2019. Et puis là, on avance et donc on a un certain nombre d'ingénieurs qui nous ont rejoints. On est aujourd'hui autour d'une petite trentaine de salariés. Merci beaucoup, Noémie Berkoff, d'être venue nous présenter Urban Loop. À bientôt sur Bismart. On passe à notre débat, la décarbonation des industries les plus polluantes. Le stockage géologique du CO2 comme solution à la décarbonation des industries les plus polluantes. C'est le thème de notre débat avec Richard Moriam. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directeur des ressources humaines et des affaires publiques de l'Ouest Europe du Sud. Thomas Le Guénon, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi. Ingénieur de recherche, expert principal pour les activités de gestion des risques au BRGM, le Bureau de recherche géologique et minière. Un peu de présentation pour commencer. L'Ouest, c'est un groupe belge. Si je ne me trompe, vous produisez quoi ? Alors c'est une belle histoire, belge, oui, vous l'avez dit, mais c'est d'abord 1889, déjà un groupe qui a une certaine résilience, c'est un groupe familial, une 5e génération est aux commandes aujourd'hui. C'est un groupe qui est présent sur 25 pays, c'est une centaine de sites à travers le monde, et c'est l'un des leaders mondiaux aujourd'hui de la chaux, de la dolomie et des solutions minérales. Il y a plusieurs sites en France, C'est 16 sites en France, le groupe c'est 6600 collaborateurs, la France c'est 660 collaborateurs, voilà. Et donc, vous faites partie, certains de vos sites, des 50 sites industriels les plus émetteurs de gaz à effet de serre en France. Ça veut dire quoi ? Vous donnez quoi ? Une feuille de route pour décarboner ? C'est ça l'objectif en ce moment ? Alors d'abord, c'est une ambition. Il faut le dire comme ça, c'est une ambition. Pourquoi ? Puisque dans la logique de 2030, l'objectif est une réduction d'un peu plus de 50% des gaz et émissions d'effet de serre. Et on vise pour 2050 une neutralité carbone. Ça, c'est notre première ambition. Pionnier, parce que le groupe n'a pas attendu, si j'ose dire, ce sur quoi nous avons été convoqués il y a quelques mois pour travailler déjà sur ce qu'étaient des solutions de décarbonation. On a travaillé sur la biomasse, qui est une logique de substitution des énergies fossiles. On travaille sur les panneaux photovoltaïques. Pour vous donner une idée, c'est presque 200 000 panneaux photovoltaïques qui seront à terme sur le sol français, ce qui représente à peu près 70% de notre production énergétique. Et puis, on va y venir, évidemment, dans cette logique de pionnier, ces solutions de carbone capture dit stockage, que l'on a abordé dans quelques instants. Et on va expliquer ça tout de suite avec vous, Thomas Le Guénon, un captage géologique du CO2. On va faire de la pédagogie pour commencer. Qu'est-ce que c'est ? Comment ça fonctionne si on parle d'un site industriel ? C'est quoi ce captage ? Alors déjà, souvent on va distinguer 3 phases. Captage, transport, stockage. Le captage, on va avoir des fumées qui comportent une partie de CO2, pas essentiellement du CO2. Donc la première phase, ça va être séparer le CO2 du reste des fumées. À la sortie des cheminées. À la sortie des cheminées, voilà. Alors il y a différentes solutions. Une fois qu'on a un CO2 assez pur, donc on va le transporter par pipe, par camion, train, bateau, pour l'amener jusqu'à un site de stockage géologique. Et alors là, ce qu'on recherche, c'est des roches... alors, par exemple, il y a des aquifères salins profonds. Donc, c'est des roches poreuses, perméables en profondeur, en général à plus de 1000 mètres de profondeur. On vise aussi des réservoirs, par exemple, d'hydrocarbures déplétés. Donc... pareil, toujours des roches poreuses. Comment il est transformé, ce CO2 ? Il devient quoi ? Liquide ? Il devient pour essayer de comprendre le processus. Alors, selon le mode de transport, on peut le liquéfier, par exemple, pour le transporter en bateau. Sinon, en général, on va surtout le compresser et ça va être un gaz dense qu'on appelle supercritique. Mais essentiellement, c'est un gaz dense. Voilà. D'accord. Gaz dense. Vous souhaitez installer un système de captage de CO2 dans votre usine de Réty, dans le Pas-de-Calais. Est-ce que ça suppose déjà beaucoup de travaux ? C'est quoi en termes d'infrastructure et même d'investissement, un projet comme celui-là ? C'est une magnifique question. C'est un budget d'à peu près 200 millions d'euros, pour faire simple, s'il faut parler chiffres. Et c'est une usine dans l'usine. On peut le dire de cette manière-là. En fait, il y a 3 étapes. Il y a la première qui est vraiment, on en a parlé, c'est vraiment la capture.
C'est vraiment l'innovation, mais en même temps, c'est la solution technologique du moment, celle qui est reconnue également par le GIEC aussi. C'est pas une découverte, cette phase de capture de CO2, on travaille avec Air Liquide. La première phase est actée technologiquement. La deuxième phase est une phase de transport. Ce sera du transport pipe vers une troisième étape qui nous emmènera vers, effectivement, on dit tout à l'heure, plutôt vers la mer du Nord aujourd'hui, où on va par bateau cette fois-ci aller stocker dans ces couches géologiques. On est entre quelques centaines de mètres jusqu'à plusieurs milliers de mètres. Mais pour répondre à votre question, effectivement, c'est une usine dans l'usine, comme on aime le dire. C'est un investissement important. Objectif 2028, faire de cette usine de Réthuis la première au monde à produire de la chaux décarbonée. Ça veut dire que vous en êtes où aujourd'hui? Quel gain de décarbonation vous espérez atteindre en quelque sorte? Alors, on l'a dit tout à l'heure, la première phase, c'est 50% de ces gaz à émissions d'effet de serre. L'idée est vers une neutralité carbone 2050. Et on sera sans doute entre les deux avec 80 à 90% dans les toutes prochaines années. Ce qui veut dire aussi qu'on sera, ou on serait peut-être, les premiers, effectivement, au monde à fournir une chaux décarbonée. Et c'est une chaux qui peut effectivement voyager. Comment vous évaluez le fait que cette technologie soit adaptée à tel type d'environnement? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on se pose toujours la question de combien il faut dépenser d'énergie pour faire ces différentes phases dont vous nous parlez, combien ça va coûter de le transporter si c'est loin, etc. Comment vous évaluez la faisabilité d'un projet, en quelque sorte? C'est une bonne question qui agite beaucoup de monde. On va dire le captage-stockage, c'est une solution extrêmement adaptée à certains sites industriels qui ont notamment des émissions dues à leur procédé. Et donc, en fait, il n'y a pas d'autre alternative pour décarboner ces procédés. Et c'est vrai que les usines de chaux et les cimenteries en particulier sont vraiment... les bons clients entre guillemets pour le captage stockage. Dans ce cas particulier, c'est vraiment la meilleure solution. C'est en tout cas pour l'instant la seule réaliste à court terme. Alors justement, la quantité d'énergie nécessaire, parce que ça c'est souvent une critique qu'on fait au projet de captation carbone. S'il faut dépenser énormément d'énergie pour réussir à capter le carbone, à quoi ça sert? Vous l'avez évalué ça? Ça, c'est the question, comme dirait certains aujourd'hui. Oui. Évidemment, et elle pose d'abord une problématique électrique. C'est effectivement les sujets qu'on a aujourd'hui avec le gouvernement, c'est qu'on sait chiffrer cela, bien sûr, et en fonction de la donnée ou de la dimension que les industriels auront à pouvoir s'équiper de ce type de structure, il y a effectivement une question électrique. Je ne rentrerai pas dans le détail ici, évidemment, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est clairement posé, clairement identifié, et pour lequel nous travaillons étroitement avec le gouvernement sur ce point-là. Il y a certaines associations, je vais citer le réseau Action Climat par exemple, qui affirme que ces solutions, elles nous détournent de l'impératif de changer de modèle. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Je pense qu'il n'y a pas qu'une seule solution. Il y a une solution dont on est en train de parler, mais on en a aussi touché quelques mots tout à l'heure. Il y a d'autres approches. Toute la problématique énergétique autour de la biomasse, toute la problématique énergétique autour du photovoltaïque. C'est une solution parmi d'autres. C'est une solution reconnue, on l'a dit, le GIEC a affirmé sur ce point-là, sur le fait que ça soit sûr, qu'on ait aussi la possibilité suffisante d'aller capacité de stockage. C'est pas the solution, comme on disait. Mais c'est une partie de la solution, et c'est la solution du moment. On n'est pas encore avant 2030, il y a 2030, 2050, la technologie va avancer, et donc on est à cette ère-là, et justement la réponse c'est de dire, on n'attend pas les autres technologies, on prend déjà ce qui existe et on avance. Thomas Le Guénan, on a bien compris la phase de captation, le transport, ça peut être liquide très bien. Les sites où ce carbone va être stocké, il y en a beaucoup, enfin, c'est vraiment une question de béotien, vous voyez ce que je veux dire. Il y en a beaucoup, ils sont faciles à trouver, ils sont faciles d'accès. Alors il y en a beaucoup. On a des estimations extrêmement, on va dire, de premier ordre qui disent que la capacité mondiale est gigantesque en fait. Donc on peut stocker beaucoup d'années d'émissions actuelles, mais c'est encore beaucoup d'incertitudes. Donc en France, par exemple, on a 3 bassins sédimentaires. Donc c'est le type de zone géologique qui nous intéresse, c'est les bassins, ce qu'on appelle les bassins sédimentaires. Donc en France, ça va être ce qu'on appelle le bassin parisien, le bassin aquitain et le bassin du Sud-Est. Donc c'est des zones où les sédiments sont déposés dans des fonds marins, aux aires géologiques qui nous intéressent. Et où c'est relativement facile, je mets des guillemets, de stocker le carbone. Voilà, ce qu'on veut, c'est une formation rocheuse perméable.
poreuse. Donc voilà, donc alors après c'est exactement le même type de formation qu'on cherchait quand on cherchait les hydrocarbures. Donc c'est les types de formations qu'on connaît le mieux en fin de compte. D'accord. Donc ça veut dire que technologiquement, c'est pas un défi insurmontable ? Non, le défi n'est pas technologique. Depuis qu'on envisage cette solution, ça commence peut-être il y a 20 ans, sérieusement, le défi n'a jamais été vraiment technologique. Ça repose quand même sur des technologies plus ou moins maîtrisées depuis les années 70, en particulier par le monde de oil and gas, du pétrole. Ça a toujours été plutôt un défi financier et de modèle d'affaires. Ouais. Richard Maurian, vous disiez tout à l'heure, validé par le GIEC, vous êtes passé très vite là-dessus, mais ça c'est un élément important, ça. Oui, parce que cette logique intergouvernementale nous aide aussi au quotidien. Ce n'est pas quelque chose qui est fait seul dans son coin. Et je crois que la force des industriels aujourd'hui, c'est aussi cette proximité, on l'a vu avec notre gouvernement, et peut-être pour n'en citer qu'un, mais en tout cas un ministre très actif sur ces sujets autour de nous. Et aujourd'hui, évidemment, des décisions qui sont prises en interne dans nos entreprises sur l'aspect financier, s'il fallait le résumer, mais techniquement avec l'appui du GIEC. On l'a dit, il y a 3 mots qui me paraissent clairs. C'est la technologie du moment, c'est sûr, et suffisant pour répondre à l'enjeu court terme. Il y a une question importante, parce que vous nous avez dit autour de 200 millions d'euros d'investissement. Comment il est financé ? Est-ce que vous allez répercuter le coût de ces investissements sur vos productions et donc vos clients ? Avec toute la logique, d'abord, il y a une ouverture européenne sur ces projets-là. Il y a une part de financement importante de l'Europe, il y aura sans doute une part importante de financement de l'État français, et ensuite il y a une répercussion sur les coûts, évidemment, qui sera sur nos prix de vente et sur nos produits. Il y a déjà des projets existants en France, soit en test, soit en production. En France, il y a eu un pilote en 2010 qui a été initié par Total, maintenant Total Energy, donc qui était un pilote dans la région de Lac, à côté de Pau. Donc ils ont injecté 50 000 tonnes dans un ancien réservoir de gaz. C'est à ce jour le seul projet où on a vraiment injecté du CO2 et stocké du CO2. Mais actuellement, il y a plusieurs projets de captage en cours de développement en France, et au moins 2 projets de stockage, encore une fois, sur des plutôt pilotes démonstrateurs à l'heure actuelle en France. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'être venus nous présenter cette perspective pour la captation du carbone. On passe tout de suite à notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, c'est Smart Ideas. Smart Ideas avec Thomas Hennebel, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le cofondateur, président de Dionymer, entreprise créée fin 2021 avec Antoine Brège et Guillaume Charbonnier. Vous êtes basé à Bordeaux. Allez, Smart Ideas, c'était quoi l'idée de départ ? Alors l'idée de départ, on est ingénieurs chimistes tous les 3, et notamment spécialisés dans les matériaux polymères, ce qu'on appelle généralement les plastiques. Et aujourd'hui, ces matériaux-là, c'est 99% issus de la pétrochimie. Et donc l'idée était de produire un matériau polymère qui ne soit pas issu du pétrole. Et en l'occurrence, on s'est inspiré de ce qui se fait dans la nature pour développer une technologie de fermentation à partir de bactéries qui permet de transformer non pas du pétrole, mais des déchets organiques, des déchets alimentaires par exemple, en matériaux polymères. Pour de multiples usages, pour des usages cosmétiques, des usages de plasturgie, des usages de textile, par exemple. Ouais, donc plein d'usages, on y reviendra. Depuis le 1er janvier, nous, on doit trier nos déchets organiques. Alors, ça fait partie, je pense, de votre chaîne de production, mais qu'est-ce qu'ils deviennent ? Je vois bien qu'on rentre dans le détail, comment vous transformez ça en bioplastique, en fait ? Alors, en fait, on utilise une bactérie particulière qui est en capacité de digérer les déchets qu'on leur donne. Donc, quand on parle de déchets alimentaires, on parle de fruits, de légumes, d'épluchures, etc. La bactérie, elle est capable d'assimiler, de digérer ces déchets et de les accumuler dans son corps. La bactérie, à l'intérieur de sa membrane, un petit peu comme nous, on stocke de la graisse. D'accord. Et elle l'accumule, mais elle l'accumule sous forme de polymère, d'un polymère particulier qu'on appelle le PHA, qui est un polymère qui a des propriétés très similaires à ce qui se fait à partir du pétrole. Mais c'est vraiment les capacités de cette bactérie qu'on exploite, et donc dont on développe la technologie à partir de fermentation. Donc on met cette bactérie dans des cuves de fermentation, un petit peu comme on fait de la bière. Mais on lui donne à manger des déchets et elle produit des polymères.
Et elle produit des polymères. Donc, vous avez cité les secteurs intéressés. C'est très vaste, en fait, parce que c'est des secteurs qui, aujourd'hui, utilisent des plastiques classiques, c'est ça? Oui, tout à fait. Et qui cherchent à décarboner leur activité? Tout à fait. Aujourd'hui, la stratégie des entreprises, quel que soit le secteur, et de tous nos clients, c'est de s'affranchir des ressources fossiles, notamment dans ce type de matériaux. Et donc, nous, on produit une poudre blanche, en fait, qui peut être fondu, mis en forme, utilisé tel quel dans un certain nombre d'applications. Et donc typiquement, si je cite les premières applications aujourd'hui, nos marchés à court terme, sont le domaine de la cosmétique sur lequel on est beaucoup sollicité parce que on cherche à remplacer les polymères pétrochimiques qui servent d'agents d'additifs pour texturer, pour donner la texture à la crème, pour donner des effets, etc. Ça, c'est des polymères issus de la pétrochimie qu'on met là-dedans, dans nos ingrédients cosmétiques. Et qui génèrent des microplastiques. Donc c'est pas seulement les emballages, c'est dans les produits. En tant qu'ingrédient. Donc il y a les applications en tant qu'ingrédient parce que ça génère des microplastiques. Donc il y a des fortes pressions réglementaires là-dessus. Il y a de la plasturgie plus classique. On peut fondre cette poudre et la mouler, la mettre en forme sous forme de plasturgie classique. Et c'est un matériau polyester qu'on fait. Polyester, ça parle souvent au plus grand public parce que on peut notamment en faire des fibres textiles, par exemple. D'accord. Quand on parle de bioplastique, il y a une question importante, c'est la biodégradabilité. Est-ce qu'ils sont vraiment biodégradables, vos bioplastiques? Oui, en l'occurrence, la nature fait bien les choses. Oui. On utilise cette bactérie donc, qui est capable de produire ce polymère. En l'occurrence, ce polymère est aujourd'hui un des polymères qu'on connaît qui est le plus biodégradable. Qui est biodégradable surtout en conditions domestiques, et non pas en conditions industrielles comme c'est le cas pour certains d'entre eux. Il est biodégradable en conditions domestiques, donc si on le met dans notre compost, si on a des utilisations de ce type-là. Et sinon, justement, quand je parlais de cosmétiques, par exemple, c'est un polymère qui est biodégradable dans des conditions marines et dans les sols, et donc qui ne génère aucun microplastique. Et donc ça, c'est prouvé, c'est prouvé et certifié. Et donc c'est un polymère qui est complètement biodégradable par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, et donc qui est très intéressant de ce point de vue. Vous avez annoncé, je crois que c'était au mois de décembre, une levée de fonds de 1 500 000 euros. Comment vous allez utiliser cet argent? C'est quoi l'objectif? Passer à la phase industrielle, en quelque sorte? Alors, passer à la phase pré-industrielle. Pré-industrielle, d'abord. Aujourd'hui, on a fait la preuve de concept de la technologie au laboratoire. On est aujourd'hui passé sur un stade un peu plus gros de prototype. Donc, la preuve de concept, c'est vraiment produire quelques grammes, de montrer qu'on arrive à faire ça avec nos bactéries. Le prototype, aujourd'hui, on produit 1 kilo par mois à partir de déchets alimentaires qu'on donne à manger à notre bactérie qui produit les polymères. Et cette levée de fonds d'1,5 million, elle nous sert à passer à l'étape industrielle suivante, c'est-à-dire de passer au stade pilote, où donc là, on sort du laboratoire. On a des vrais procédés pré-industriels qui vont produire 100 kilos par mois à peu près. Et donc ça, c'est l'étape précédant l'usine et l'unité de production industrielle. C'est une montée en échelle progressive. Vous vous donnez combien de temps pour arriver au stade industriel? 5 ans. 5 ans pour y arriver. On suivra ça évidemment avec Dionymer. Merci beaucoup d'être venu vous présenter, Thomas Henbel, votre procédé. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. À très vite sur nos antennes.